L'hôtel Prince de Galles. Magnifique hôtel. Un hôtel où j'ai plein de souvenirs car j'ai eu la chance d'y travailler. C'est un hôtel qui est situé au 33 avenue Georges V, près des Champs-Élysées. Il a été construit en 1929 par André Millon, à l'aide d'Arfitson, l'architecte. Donc c'est un hôtel qui est magnifique, art déco. Et dans cet hôtel, à l'époque, il y a eu des gens célèbres comme Elvis, Dalida, Churchill, entre autres. Moi, quand j'y ai travaillé, j'ai pu croiser Denzel Washington, Robert Duval et plein d'autres. Et on avait nos collègues, nos clients, qui étaient très agréables, très sympas. C'était familial, voilà. Il y avait une âme dans cet hôtel. Et du coup, j'ai gardé le lien avec certains collègues qui sont des amis. Et aujourd'hui, j'ai voulu, et ça me tenait à cœur, d'interviewer Jean-Pierre Haze, donc un chef concierge du Prince de Galles, un ami aussi. Et je voulais connaître un peu sa carrière, sa vie, ses passions, voilà, pour transmettre. Donc, installez-vous confortablement et bon visionnage. Now I'm going to tell you how the whole story began. Alors, c'est simple, je m'appelle Jean-Pierre Haze. Je ne dirais pas comme Chateaubriand que ma mère m'a infligé la vie le 12 juin 1946, parce que la vie, c'est quand même une belle aventure. Bon. Voilà. Et ton parcours, alors Jean-Pierre Mon parcours, ça commence par l'école souvent. Hein. Et ça, c'est un truc que j'aimais pas beaucoup. Je me sentais pas bien à l'école. D'ailleurs, mes professeurs le savaient. Et puis, ils m'ont tiré d'affaire un peu plus tard, parce que ils m'ont fait changer de parcours. J'étais un élève moyen, du style peut mieux faire, voilà. Un peu, pas contestataire, mais je fais toujours l'inverse, je prends toujours le chemin inverse des autres. Par exemple, à l'école, la première langue c'était l'anglais, pour presque tout le monde, et puis moi j'ai choisi l'allemand, pour pas faire comme tout le monde. Allemand première langue, anglais deuxième langue, espagnol troisième langue, un peu d'italien, et puis quelques mots de français de temps en temps. J'arrivais à m'en sortir en français. Et de ce fait, j'ai poursuivi mes études. C'est pas elles qui m'ont poursuivi, hein, c'est moi qui les ai poursuivies, en allant en Angleterre, sur la côte sud. Je suis resté 1 an dans un collège, j'ai passé tous les diplômes de Cambridge et de la Chambre de commerce. Ensuite, ça a été l'allemand, à l'Institut Goethe, en Allemagne, à raison de 30 heures de cours par semaine pendant 6 mois. Ça laisse bien des traces. Hein. D'ailleurs, au retour, l'école qui m'avait orienté voulait m'embaucher comme professeur d'allemand, me faisant faire, bien sûr, une formation spécifique pour la transmission. Voilà. Donc là, à cette époque-là, t'es loin de penser à l'hôtellerie. Ah oui, très très loin, parce que ma vocation était en principe d'être interprète à l'UNESCO, et puis ça a tourné totalement différemment, parce que papa, lui, il était dans le cinéma, il vendait du film francophone, au Luxembourg, en Suisse, enfin, en France bien sûr, et en Belgique, et il fréquentait beaucoup les palaces. Et il m'a dit, moi j'ai une idée pour toi, pour te faire un peu d'argent de poche pour tes vacances, parce qu'on avait 3 mois de vacances à l'époque, hein, voilà. Tes 2 mois de tes vacances, tu peux trouver un poste dans l'hôtellerie, c'est un truc qui te conviendrait peut-être, puis ça va te faire des sous pour tes vacances. Alors, ce qui fut dit fut fait, je suis rentré dans un hôtel. Au bout du 5e jour, je savais que je ne serais jamais interprète à l'UNESCO. Voilà. Ma vocation, c'était de servir. Servir, c'est aimer les autres, et moi j'aime les autres. Voilà. Super. Donc, voilà. Et je suis tombé dans la marmite de l'hôtellerie, et je suis resté 45 ans dedans. J'ai travaillé 39 années dans le même hôtel, l'hôtel Prince de Galles, à Paris. Donc raconte-nous un peu comment t'es rentré à l'hôtel Prince de Galles. Comment je suis rentré à l'hôtel Prince de Galles? Bon. Le bureau des Clés d'Or m'avait donné un petit papier à présenter au chef concierge de l'hôtel Prince de Galles. Donc je suis arrivé, j'ai vu un monsieur très classe avec sa belle redingote bleue, son gilet jaune. J'étais assez impressionné quand même. Et je lui montre le petit papier.
et il me dit, il avait des lunettes demi-lune comme ça, sur le bout du nez, il me dit, vous avez l'intention de travailler dans l'hôtellerie avec des cheveux comme ça? Mais je dis, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Il me dit, ils sont un petit peu longs, voyez-vous. Alors, ce que vous allez faire, vous sortez, vous prenez à droite, encore à droite, et juste derrière, il y a un coiffeur. Vous allez lui dire bonjour et vous revenez me voir. Alors, je suis allé chez le coiffeur, je suis revenu, il me regarde et il me dit, alors, vous n'êtes pas mieux comme ça? Je lui dis, écoutez, je ne sais pas, monsieur. Là, il a décroché le téléphone, et, allô, Madame Laroche, je vais venir avec un jeune homme, là. Et on a fait le tour par l'extérieur de l'hôtel, et on est arrivé à la lingerie, où on m'a fait essayer un costume. Il me dit, vous faites quoi demain? Je dis, demain, j'ai rien de prévu. Vous commencez à 11h. Et c'était le 5 mars 1969. Voilà. Et alors du coup, tu commences à quel poste au Prince de Galles? Alors, j'ai commencé en allant porter des télégrammes à la poste, parce qu'à cette époque-là, il y avait la poste, des télégrammes. Aller faire des courses pour les clients, à la pharmacie d'à côté, chasseur, groom, porter des valises, aider le voiturier de temps en temps, parce que j'avais quand même mon permis de conduire. Et puis, petit à petit, c'est apprentissage sur le tas. Et alors, j'étais pas dans la loge de conciergerie à cette époque-là. Et un beau jour, le téléx est arrivé. Et ce téléx, pour moi, ça a été une bénédiction parce qu'il a été installé dans la loge de conciergerie et j'ai été télexiste pendant, on va dire 4-5 ans, mais j'avais un pied dans la loge. Et le jour où il a fallu embaucher un concierge supplémentaire, tout le monde a dit, mais prenons Jean-Pierre, voilà. Donc ça a été une belle planche de salut pour moi. Parce que quand je suis rentré à l'hôtel, les propriétaires étaient français, M. Milon, il avait le Prince de Galles, le Meurice, le Grand Hôtel et le Café de la Paix. Et un hôtel à Conakry, là-bas, outre-mer. Et en 82, la première chaîne à débarquer, c'était Intercontinental. Ils sont arrivés avec un container de procédure et on ne travaillait plus du tout de la même façon. Bon, je préférais avant. Il y avait vraiment du service, beaucoup de personnel au service des clients. Et ça, c'était bien. Après, on a réduit. C'est bien simple, quand je suis rentré en 69 au Prince de Galles, je crois que dans le service, que j'ai fini par diriger d'ailleurs, il y avait 34 personnes, et quand je suis parti, il n'y en avait plus que 17. Bon, alors évidemment, on peut toujours mettre les bouchées doubles, mais le style, c'est quand même important. Pour moi, le luxe, c'est le service. Ça peut être du marbre, des tentures, ce qu'on veut, des bois rares, tout ce qu'on veut, mais le vrai luxe, c'est le service, être à disposition des clients. Moi, si je suis dans un hôtel et qu'à 3h du matin, j'ai envie de manger un tourneau de Rossini, et qu'on me dit non, on est désolé, on n'a que des plateaux repas, je ne suis pas dans un hôtel de luxe. Juste par exemple, ou repasser un pantalon à 9h du soir. Pourquoi pas? D'accord. Et du coup, on arrive sur peut-être des anecdotes, des histoires qu'il y a eu dans l'hôtellerie, j'imagine. Des histoires. J'ai de belles histoires. D'abord, rencontrer du beau monde. Et comme j'ai souvent dit, c'est le plus beau métier du monde, à une condition, c'est de savoir rester à sa place. C'est-à-dire, les clients, c'est pas des copains. Même si eux, parfois, ils auraient envie d'avoir une relation privilégiée avec le concierge. Non, il faut savoir rester à sa place. Et alors, du coup, tu as commencé de nuit ou tu as travaillé de jour? Alors, j'ai effectivement travaillé de nuit pendant les 3 premières années. Voilà. Et puis après, je suis passé dans l'équipe de jour. Voilà. Puis la promotion s'est faite d'elle-même. Au bout je crois, d'une vingtaine d'années, j'ai été nommé second concierge, sans avoir ambitionné quoi que ce soit. Ça s'est fait tout seul. Et le jour où le chef concierge a pris sa retraite, j'ai été nommé comme ça. J'ai pris sa suite. Et j'ai dirigé 17 personnes, avec beaucoup de plaisir. Oui, parce qu'on parle de toi, on te connaît bien à Paris en tout cas, et puis dans toute la France aussi, par le biais des Clés d'Or. Oui, par le biais des Clés d'Or, ça a été le vecteur. Ouais. Ça a été le vecteur, mais il n'y a pas eu que celui-là. Il n'y a pas eu que celui-là parce que
j'ai été élevé par ma grand-mère, qui habitait à Suresnes. Bon. Et ma grand-mère, elle chantait tout le temps. Et un beau jour, il y a sa voisine qui lui dit « Madame Lahogue, j'ai un piano là qui m'encombre. Croyez pas que ça serait bien pour votre petit-fils ?» On l'a dit « Si vous voulez, allez, 50 francs, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le beau piano noir avec les chandeliers est arrivé dans la maison. Moi, j'ai regardé l'instrument, j'ai vu qu'il y avait des touches blanches, qu'il y en avait des noires. 2 touches, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. J'ai pris mes petits repères sur le clavier et en l'espace de 2 mois, j'arrivais à jouer toutes les chansons que ma grand-mère chantait, comme ça, tout seul, autodidacte. Ouais, tu as une grande faculté de mémoire déjà, Oui. dans les langues. Oui, oui, une bonne oreille. J'ai une assez bonne oreille. Donc la musique a été mon compagnon de vie, on peut dire. Et au jour d'aujourd'hui, je fais encore des récitals, des concerts, enfin des choses comme ça. Je chante. Mais j'ai eu un autre compagnon aussi, c'était ma bicyclette. Parce que j'avais un tonton qui avait été médaillé 3 fois au Vélodrome d'hiver, sur piste, et il m'a initié au vélo. Et mon tonton, de temps en temps, on allait faire des balades, mais il était très fort à vélo, alors il ne s'agissait pas d'essayer de le battre. Hein. Et de cette affaire-là, le vélo a été mon moyen de transport pratiquement toute ma vie. J'ai parcouru 400 000 km en vélo. Voilà, ne serait-ce que pour aller travailler. J'avais 26 km dans chaque sens. Tous mes collègues de travail me voyaient arriver le matin en cuissard et voilà. Bon, c'était un peu l'attraction, hein. Même les clients me voyaient de loin. Voilà. Donc il y a le sport, la musique et puis ce côté vraiment relationnel. Ça, le côté relationnel, c'est mon truc. Voilà. Ça, j'aime la communication, j'aime les gens et la solitude me pèse. Les rares fois où je suis seul, parce que je ne suis pas souvent seul quand même. Hein. J'ai beaucoup de copains et d'amis. C'est important. Et du coup, toi, tu étais un personnage à l'hôtel. C'est vrai que, voilà. Hein, bon, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est l'entourage qui peut le dire, mais j'ai mon côté un peu comédien qui a pesé lourd dans la balance. Hein. Il y a des fois des clients qui arrivaient. Alors, Jean-Pierre, c'est quoi la petite blague, la petite dernière, là, hein? Bon. Voilà, c'était un peu... J'ai mis du panache, puisque l'emblème du prince de Galles, c'est le panache. Le panache, il en faut un petit peu quand même. Hein. Il y a le fond et la forme. Mais quand la forme est bonne, elle devient le fond, finalement. C'est la forme qui est le fond. Mais un autre volet très intéressant, c'est qu'à 40 ans, j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris. Bon. Et il y a une école qui a été fondée en 1985 qui s'appelait l'International Concierge Institut. J'ai participé à l'élaboration de cette école et ensuite, pendant 25 ans, j'ai enseigné dans cette école ainsi qu'au lycée hôtelier de Toulouse également. Et j'ai enseigné des techniques de conciergerie, bien sûr, ça c'est le savoir-faire, on va dire. Et l'usage de la mémoire, la gestion du capital de mémoire. Parce que, à l'âge de 40 ans, au décès de ma maman, ça arrive malheureusement à tout le monde, le choc émotionnel m'a provoqué un espèce de bug de mémoire. J'avais énormément de choses en tête, et un jour j'ai eu une défaillance de mémoire. Et à partir de là, j'ai perdu confiance en moi, et ça a commencé à être une vraie dégringolade pendant 3 ans. Personne ne l'a vu, j'ai essayé de masquer tout ça, mais j'ai quand même un petit peu souffert. Et je me suis dit que ça pouvait arriver à d'autres, notamment des gens qui ont une très bonne mémoire et qui vont mémoriser tout et n'importe quoi, qui vont fourrer ça pêle-mêle comme ça dans le bocal. Et puis un beau jour, il peut y avoir un petit bug. Hein. Choc émotionnel, saturation, bombardement d'informations. Aujourd'hui, on est tous exposés à ça. Hein. Et des fois, ça ne veut plus marcher. D'ailleurs, on croise aujourd'hui pas mal de gens qui se plaignent de leur mémoire. Hein. De leur jugement, un peu moins souvent. Ils s'en plaignent moins. Du coup, est-ce que tu as des petites histoires
dans ta carrière, dans l'hôtellerie, qui pourrait soit inspirer les gens ou surprendre? Ou surprendre. Alors, des petites histoires. Bon, j'ai croisé beaucoup de gens connus, hein. Comme ça, en vrac, John McEnroe, hein. Tous les grands jazzman, Dizzy Gillespie. Ah oui, celle-là, faut la raconter parce qu'elle est sympa, cette histoire-là. C'est un dimanche, il y avait dans le grand salon Panache, il y avait un mariage privé, il y avait une centaine de personnes avec un repas, et il y avait un trio qui animait la fête, et vers 12h30 sort de l'ascenseur un homme de couleur, un black, on va dire, en t-shirt, hein, avec son jean, les mains dans les poches revolver, et il entend la musique. Il s'approche du salon, il attend que le morceau soit fini, il va vers le trompettiste et il lui dit « Tu me la prêtes ta trompette ?» L'autre il reste là comme le rond de frites, il dit « C'est qui? J'en sais rien. » Alors il prend la trompette, il fait « 1, 2, 1, 2, 3 » et avec les deux autres musiciens, ils ont fait un morceau. Et quand les gens ont vu les joues se gonfler, les énormes baudruches, tout le monde a reconnu que c'était Dizzy Gillespie, voilà, qui était un grand jazzman à l'époque. Et une fois le morceau terminé, Dizzy redonne la trompette à l'autre, il dit « Ah non, moi je touche plus la trompette. Hein. » Il dit « Ah bon ?» Et puis il a animé tout le mariage. Ça, c'est des belles histoires, ça c'est des chouettes histoires. Et puis d'autres, des challenges, tiens, par exemple, parce que les questions faciles, les réservations de restaurants, réservations de voyages, de cabaret, de tourisme, tout ça, c'est de la routine. Mais de temps en temps, il y a un client, il va vouloir un arbre à cam, par exemple, pour un véhicule de collection, ou je ne sais quoi. Bon, faut quand même le trouver. On ne la trouve pas à la boulangerie à côté. Hein. Bon, des choses comme ça, puis des demandes. Une demande qui m'avait surprise, un samedi matin, arrive le secrétaire d'un prince arabe qui me dit bon, le prince voudrait le journal, il voudrait ceci, cela, puis il voudrait 1000 bouteilles d'eau. Ah, je lui dis 1000 bouteilles? Oui, mais des bouteilles en verre. Ah oui, là, c'est pas la même chanson. Alors, un samedi, trouver 1000 bouteilles d'eau en bouteille de verre, c'est pas simple. Premier réflexe, j'ai appelé les pharmacies. Et puis, réunir 1000 bouteilles, c'est pas possible. Il y a une pharmacie, à la gare Saint-Lazare, qui me dit le seul endroit où vous pouvez les avoir, c'est chez le grossiste, sur les quais de Seine à Ivry. Mais ils sont fermés les week-ends. Ah, ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Je lui dis, ça vous ennuie de me donner leur téléphone? Il me dit, je vous dis que c'est fermé, vous les aurez pas. Ils sont fermés. Il voulait vraiment pas me donner le numéro de téléphone. Alors, la dame, elle me donne le téléphone, j'appelle, effectivement, ça ne répond pas. Mais le monsieur qui m'a embauché, de toutes les valeurs transmises, ça a été la persévérance. On ne renonce jamais, tout est possible. Il faut savoir que tout est possible. Et ce numéro de téléphone, je l'ai refait, toujours pas répondu. Puis vers 2h l'après-midi, j'ai composé le numéro, j'ai mis les haut-parleurs, j'ai posé le combiné comme ça et j'ai laissé sonner. Et d'un seul coup, j'entends « Allô ?» Là, j'attrape le téléphone, je savais que j'avais gagné. En fait, c'était la comptable qui était en train de faire les comptes de fin de mois. Et je lui dis, voilà, madame, j'ai un client qui voudrait 1000 bouteilles d'eau en bouteille de verre. Il me dit, combien? 1000 bouteilles. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Et puis voilà. Et le lendemain, les 1000 bouteilles, elles ont été chargées au Bourget, dans l'avion privé du client. Et elles sont parties. Bon, voilà, ça c'est les challenges. Ça c'est des trucs intéressants. Mais c'est la persévérance. Parce que si on n'a pas la foi, si on n'y croit pas, un client qui vient, est-ce que vous pensez que... Oui, je disais, je voulais même pas savoir ce qu'il allait me demander, la suite. Je lui dis oui, c'est possible. Mais attendez, je vous ai pas posé la question, je vous dis que c'est possible. Voilà, c'est juste pour dire. Un plaideur qui répond non ou peut-être, c'est pas un plaideur. Okay. Ça, c'est inspirant pour ceux qui veulent faire ce métier. Absolument, absolument, voilà.
Et puis maintenant, j'ai formé pratiquement 300 jeunes. Je crois que je peux aller dans n'importe quel palace au monde. Monsieur Jean-Pierre, c'est tapis rouge. Voilà, ils sont très reconnaissants. Très reconnaissants des valeurs transmises. Voilà, je sais pas, j'aime la jeunesse, voilà, voilà, s'investir dans la formation, c'est certainement une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, investir là-dedans. Et mes 400 000 km en vélo aussi, ça c'est un bon investissement pour la santé. Et alors juste une petite question, parce que ouais, sur toutes ces années, j'imagine que tu as eu des heures, à part la nuit, un peu en décalé, des week-ends où tu bossais, et pour la vie de famille, parce que c'est important, je pense. Alors, pour les gens qui... la vie de famille, alors, par chance, la personne avec laquelle j'ai partagé ma vie travaillait également dans l'hôtellerie, elle était femme de chambre, et tout le monde se battait pour avoir les samedis, dimanches. Ah, moi, je me suis jamais battu pour ça, parce que des jours de repos en semaine, c'est super, tout est ouvert, voilà. Alors, les samedis, dimanches, c'est compliqué, quoi. On veut aller au cinéma, il y a du monde, aller au restaurant, c'est complet, voilà, alors que la semaine, on est tranquille. Donc, ça fait que pratiquement toute ma carrière, j'ai eu mardi, mercredi de repos. Voilà, parfois mercredi, jeudi, ça variait un peu. Et puis, mon épouse, elle, de son côté, avait pas de mal à avoir des jours en semaine non plus. Donc, ça, c'est une qualité de vie, ça. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de foi, de persévérance. Ouais. Quelle est ta vision, toi, sur la foi et sur la vie, Mmh. entre guillemets? Est-ce que pour toi, il y a autre chose ou... Oui, moi je pense qu'il y a autre chose. Hein, il y a eu quelque chose avant et il y aura quelque chose après. Le corps, c'est une enveloppe, hein, finalement. Mais je pense qu'il y a des connexions qui se font avec l'éternel. Hein, ça, j'en suis bien convaincu. D'ailleurs, bizarrement, un jour, j'étais sur la terrasse, là, et j'étais au soleil dans un transat. Et puis il y a ce qu'on appelle les mouches volantes, on voit des trucs comme ça, et à un moment, il y a une grosse bulle qui s'est dessinée dans mon regard, et c'était le visage de mon papa, dans la bulle. Alors bon, on en a enfermé pour moins que ça, hein, je pense. Wow. On n'est pas en septembre, mais c'est pas grave, on va chanter la chanson quand même, hein. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maîtres baigneurs et saisonniers retournent à leur vrai métier, et les santons seront sculptés bien avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, les camping-gaz, au blanc soleil, la grande foire aux illusions, des slips trop courts, des shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est bon les melons de Cavaillon. Mais en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché, c'est en septembre que pays peut respirer. Pays de mes jeunes années,
là où mon père est enterré, où mon école était chauffée, au grand soleil, au mois de mai, moi je m'en vais, et je te laisse aux étrangers, pour aller faire l'étranger moi-même. Sous d'autres ciels, vous pouvez chanter avec moi, monsieur le caméraman, mais en septembre, quand je reviens où je suis né, et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancé. C'est en septembre que je me fais la bonne année. Et voilà. Pantalon noir et chemise blanche, c'est comme ça que je vais me présenter pour ma première fois sur les planches, dans le théâtre d'à côté. Main dans les poches ou sur les hanches, je verrai bien quand j'y serai. Il ne faudra pas que je flanche, mais je crois que j'arriverai.